up in the ring. I'ma take one for the team. You know I'm living a dream. You know I'm living a dream. Yeah. C'est une rocasphère quelque peu triste aujourd'hui. Le rêve brisé de Monaco, battu en finale de l'Euroleague hier soir par Fenerbahçe. Les Monégasques, auteurs d'une saison historique en Europe, mais qui sont passés à côté de leur rendez-vous. On reviendra sur tout le parcours de l'ASM sur ce Final Four à Abu Dhabi dans quelques instants. Retour également sur les autres rencontres de ce Final Four, notamment la petite finale entre les deux clubs grecs, l'Olympiakos et le Panathinaikos. Et puis les trophées de MVP ont été décernés, notamment celui de MVP du Final Four pour l'Américain Nigel Hayes-Davis. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de Rocasphère de la saison, votre rendez-vous basket tous les lundis 19h50 et on est en direct ce soir mes amis pour cette dernière et pour m'accompagner évidemment mes deux acolytes qui m'ont accompagné toute cette saison, Johan cher ami et Ben Monclar. Comment ça va les amis? Ça va très bien, bonsoir à tous, salut Yo, salut Mathieu. Ça aurait pu aller encore un petit peu plus. C'est ce que j'allais dire, mais bon, ça va, tout va bien. Ça reste quand même de belles émotions malgré la déception. Et ça reste du sport, évidemment. Et ben c'est parti, on peut lancer l'émission les amis je crois. Allons-y. Et ben allez c'est parti, on démarre avec les Vals. Messieurs, c'est parti. Vos notes pour ce Final Four de la Roca Team qui, on le rappelle, avait battu l'Olympiakos vendredi après un match complètement maîtrisé. Puis cette défaite hier en finale contre Fenerbahçe. Je commence avec toi, Johan. Du coup, j'ai choisi de mettre un 7 sur 10, ce qui est un peu la moyenne entre la demi-finale et la finale. J'avais pas envie de rester sur la déception, mettre une mauvaise note, parce que quoi qu'il arrive, ça reste exceptionnel. C'est vraiment le Graal pour n'importe quel club qui participe à l'Euroleague de pouvoir jouer une finale. Monaco est un club en apprentissage, un club qui découvre ce niveau. Donc voilà, ça reste malgré tout un parcours merveilleux. Ils ont été battus par une équipe qui, à mon sens, a été meilleure, qui mérite son titre. Mais j'ai envie de rester positif. Ça reste une saison exceptionnelle pour Monaco, du moins sur la scène européenne. Donc ce sera un 7 sur 10. On a vu de belles émotions, notamment face à l'Olympiakos. C'est important. Tu le disais, le sport, c'est aussi ça. On aime voir quand même des sourires, des belles émotions. On aurait aimé repartir avec un petit peu plus du sourire hier soir. Mais voilà, il faut quand même rester positif, je trouve. Et 7 sur 10, ça me paraît être plutôt une bonne note et une note méritée pour une semaine qui nous a fait vibrer malgré tout. Ben, tu partages tout ça? Exactement, il a tout dit. Voilà, moi je suis sur la même lignée que lui, c'est-à-dire que Monaco, ils sont quand même allés en finale. Alors on est très frustrés forcément de cette défaite. Mais même sur ce match-là, moi je rejoins Yo, je trouve qu'ils ont perdu contre plus fort qu'eux. Voilà, le Fener, je les ai trouvés vraiment en place, sérieux, équilibrés, ils ont fait un super match, donc j'ai du mal à leur en vouloir, même si forcément cette défaite est frustrante, et notamment cette deuxième mi-temps. Mais il y a quand même de la progression, ils sont allés en finale, ils ont sorti l'Olympiakos, voilà, on ne veut pas quand même tout jeter à la poubelle. Évidemment, la rédaction des sports qui a accordé une note de 6,8 pour ce Final Four de la Roca Team qui nous donne donc une moyenne de 6,8. Ça rejoint plus ou moins ce que vous disiez, messieurs, avec une magnifique demi-finale contre l'Olympiakos et cette finale perdue ensuite contre le Fener. Mais évidemment, bravo avant tout à la Roca Team pour cette magnifique saison. Et puis, on le rappelle, ils ont marqué l'histoire en étant seulement le deuxième club issu du championnat de France à atteindre une finale d'Euroleague. Et c'est magnifique pour un club qui est en Euroleague depuis seulement 4 saisons. On va donc revenir sur cette finale cruelle, messieurs, où on y a cru dans le premier quart-temps, avant que petit à petit, le Fener prenne le dessus dans cette rencontre. Oui, en mode rouleau compresseur. Ils ont été très sérieux dans le premier quart-temps. Et au fur et à mesure du match, on a senti le Fener prendre le pas sur cette équipe de Monaco, avec ce deuxième quart-temps très compliqué offensivement, même si je trouve que Monaco est resté sérieux en défense. Et cette dernière minute de la première mi-temps qui, au final, était une alerte de ce qui allait se passer sur la deuxième. Et derrière, le Fener qui a déroulé son basket avec une défense impassable. Et bravo à eux. Et il est là, je pense, le tournant du match. C'est effectivement ce deuxième quart-temps où cette fin de deuxième quart-temps. Ouais, Monaco est devant, 9 points d'avance. Et puis il y a un long run, il y a un 12-1 pour le Fener. Il y a de longues minutes où Monaco n'arrive pas à marquer le moindre panier. Forcément, ça remet en confiance le Fener qui petit à petit grappille, revient au score. On voit des Devon Hall, des Wade Baldwin, tout ça se remettre un petit peu en confiance. Un petit peu plus compliqué dans les têtes pour Monaco qui quelque part avait fait un bon premier quart-temps, un bon deuxième quart-temps pendant 5 minutes avant que le basket
Et puis tu perds ton avantage avant d'arriver à la pause, à la mi-temps. Et là, c'est un petit peu plus dur dans les têtes. Et derrière, le Fener a définitivement montrer toutes ses qualités pour finir par dominer cette équipe de la tête et des épaules. Oui, c'est ça, Ben, on en parlait justement à la mi-temps hier. Il y a ces 2-3 dernières possessions à la fin du deuxième quart-temps qui permet au Fener de juste passer devant Monaco avant la pause et qui forcément, mentalement et avant de rejoindre les vestiaires, fait toute la différence. Ils étaient passés devant à un moment donné, un peu plus tôt dans le deuxième quart-temps, et Daniel Theis avait immédiatement répondu avec un tir à 3 points pour reprendre l'avantage. Et puis là, ils sont rentrés au vestiaire avec -2. Et puis il y a ce troisième quart-temps qui est disputé. Le troisième quart-temps est quand même disputé. Le Fener garde son avantage. Je pense même qu'il y a -2 à la fin du troisième. Et par contre, dans le quatrième rideau, le Fener a pris ce match et est terminé. Et ils ont clairement dominé dans ce quatrième quart-temps. Monaco n'y arrivait plus. Ils n'ont pas su répondre à la défense du Fener. Ils ont changé sur tous les écrans. Ils n'ont plus réussi à se faire de passes. Mike James est tombé un peu dans l'isolation. Elio Kobo la même. Ouais, et ça a été trop compliqué. Ça. On a senti à un moment donné dans le match qu'il y avait une équipe qui commençait à vraiment trouver son rythme. C'était le Fener, après un premier carton où il y avait un passe-passe entre les deux équipes. Et puis vraiment, ils ont commencé à développer leur basket, à le mettre en jeu, à trouver des solutions face à Mike James et Alpha Diallo qui, eux, pour le coup, avaient réalisé une première mi-temps de haute volée. Mais ouais, des joueurs turcs qui ont su trouver les solutions, qui au fil des minutes, ont vraiment pris la pleine mesure de leur adversaire. Ils ont mis des gros shoots. Hein. Bon, là, on le voit, là, celui-ci, là, Buduric, voilà, on en a mis un ou deux. Wade Baldwin en transition aussi, qui en met un ou deux vraiment coquins. Et puis derrière, ils ont pris confiance. Et puis c'était fini au final. Hein. Avec du recul, on a espéré. On espérait derrière notre écran. Mais je pense que le Fener était trop fort hier soir. Le pivot de la Roca Team, Mam Jayte, était évidemment quelque peu sonné après la rencontre. Il a tenté de donner les explications de cette défaite. Beaucoup de tristesse, beaucoup de déception. Je pense que voilà, on peut avoir quelques regrets tactiques sur le match. Félicitations au Fenerbahçe. Voilà, chaud, c'est difficile de trouver du positif. Je pense qu'ils ont fait stratégiquement, ils ont commencé à changer sur les écrans notamment. Ça nous a ramené dans le jeu statique en attaque et on n'a pas réussi à se trouver. On a eu beaucoup de tirs dans des conditions un peu difficiles, certains qu'on en a mis, mais on n'a pas réussi à trouver de l'énergie à surfer sur un certain rythme. Ça fait que défensivement c'est plus dur parce que du coup les jambes sont plus lourdes, le flow est un peu moins fluide et je pense que stratégiquement c'était bien joué de leur part de changer ce coup. Oui, messieurs, on a les explications de Mam, mais voilà, il y a une explication aussi du coach à la fin de la rencontre. On va l'entendre tout à l'heure. Le coach Spanoulis, il y a aussi ces pertes de balles de Monaco, ouais. Et c'est trop peu de pertes de balles aussi du Fener. Et c'est là où peut-être aussi la différence s'est faite. Ben, on a vu une équipe de Monaco contre l'Olympiakos capable d'aller les faire déjouer, de leur faire perdre des ballons. Ça n'a pas du tout fonctionné contre le Fener. Non, et puis moi, j'insiste encore une fois, l'académie du Fener m'a impressionné. Ça m'avait déjà impressionné les dernières, le match 5 ici à Gaston Médecin quand le Fener avait sorti Monaco. Moi, ils m'impressionnent dans leur académie, le fait de respecter le plan de match, de pas sortir de ça, que ça soit offensivement et défensivement. Et hier, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Monaco s'est heurté à un mur et ils ont pas trouvé les solutions. Bien sûr. Ils ont verrouillé la raquette, hein. On le voyait, ils étaient tous autour de la raquette et ils ont décidé que personne ne rentrerait. On en reparlera sûrement après. Les joueurs extérieurs se retrouvaient forcés à jouer des 1 contre 1, mais au final, c'est plus des 1 contre 1, c'est des 1 contre 2, 1 contre 3, parce que derrière, il y a une défense qui est en place, il n'y a plus aucun mouvement, il n'y a aucun spacing. Et les joueurs monégasques qui se sont retrouvés à prendre des shoots beaucoup trop compliqués, ils n'ont pas réussi à trouver le jeu de passe. Alors, est-ce que c'est la faute des joueurs, la faute du coach? Il y a forcément de la faute de tout le monde, mais surtout, moi, je voudrais dire, un gros bravo à Jassikevicius et à son équipe, parce qu'ils ont été, pour moi, vraiment très très forts. Oui, difficile à bouger, Johan, et on l'a vu aussi également sur les passes décisives de Monaco. Elles sont encore trop peu aussi sur cette rencontre pour espérer faire quelque chose. On sait que le coach Spanoulis base beaucoup son système de jeu sur ses passes, sur cette capacité à faire circuler la balle et aller trouver quelqu'un pour le dernier tir. Ouais, il y en a eu que 13, hein, on le voit sur cette infographie. C'est évidemment loin de certains standards de cette équipe qui parfois s'approchaient des 21, 22, 23 passes. Il y a eu même des records, des matchs références à 27, 28 passes. Voilà, là, ils n'ont pas pu réussir à développer leur basket. On avait insisté sur l'importance et l'envie quand on est en finale d'être maître de son basket, de pouvoir développer son plan de jeu. Tu le disais, Ben, hein, le Fener, ils ont réussi à le faire et à contrario, on a vu Monaco être cohérent, être sérieux dans les premières minutes, mais très vite
perdre un petit peu son basket, avec aussi, offensivement, ouais, c'est vrai, avec aussi des faillites individuelles, on aura le temps d'y revenir. Il s'agit pas non plus de mettre le doigt sur un joueur ou deux, mais quand même, il y a eu des joueurs qu'on attendait à un meilleur niveau, qui n'ont pas donné à cette équipe ce qu'ils avaient à donner. Mais oui, on n'a pas senti Monaco jouer le basket, le fameux Spanoulis basket qu'on avait pu voir à d'autres moments de la saison, et c'est d'autant plus frustrant de voir cette équipe-là retomber dans ses travers le jour de la finale. Ben voilà, on parlait des joueurs qui ont déçu sur cette finale. Johan, évidemment, il est passé. Ça arrive malheureusement au plus mauvais moment pour lui, Ben, ce match manqué d'Eli. Mais c'est vrai que Eli, qu'on adore, c'est un joueur qu'on attend. Derrière Mike James, c'est le pendant de Mike James, et peut-être que Mike James c'est ce qui lui a manqué aussi, d'avoir un Eli à un top niveau. Eli, c'est un joueur élite. Voilà, on l'attend de lui qu'il apporte plus. Alors oui, il est passé à travers, et ça sera le premier à le reconnaître, j'en suis sûr. Mais pour gagner un match comme ça, c'est pas possible de passer au travers d'un match et à ce point-là. Donc voilà, c'est triste, on est déçu pour l'équipe, on est déçu pour le club, on est déçu aussi pour lui, parce que je pense que ça doit être le plus déçu. Mais en effet, il est passé à travers, et pour gagner un match de ce niveau-là, c'est compliqué. On l'a vu en demi-finale avec Sacha Vezenkov, qui a été complètement fantomatique, qui a loupé tous ses tirs aussi, et ce qui permet aussi à Monaco de s'en sortir sur cette rencontre, sans doute. On revient, mais l'adresse, on avait parlé notamment de la saison régulière et de l'importance de mettre les paniers, de pas finir à des pourcentages à 25-30%. Là, si on s'intéresse aux 2 points, en l'occurrence, ils sont à 34-35%, les Roca Boys. Évidemment, c'est trop peu. Un match de ce niveau-là, une finale, tu dois être capable d'être beaucoup plus performant et d'être beaucoup plus adroit pour au moins te donner les chances de faire douter ton adversaire. Mais là, non, il y avait beaucoup trop de maladresse, beaucoup trop de pertes de balles aussi. Par rapport au nombre de passes décisives. Je te coupe, mais tout à l'heure, il y avait le nombre de passes, et c'est le ratio par rapport aux balles perdues. Voilà, le Fener, ils font moins de passes que Monaco, mais par contre, ils perdent, je crois, 7 ballons. Oui. Et Monaco fait moins de passes que de balles perdues. Exactement. Beaucoup plus de balles perdues que de passes. C'est ça le gros problème. Parce que le Fener, ils n'ont pas fait beaucoup de passes. Mais par contre, ils n'ont pas perdu la balle. C'est vrai qu'on les a sentis sans solution. Je reviens sur Elie Okobo. Lui symbolise malheureusement un petit peu ça. Il a essayé, on l'a vu, hein, il est quand même meilleur passeur de son équipe. Je me demande s'il n'est pas même meilleur passeur de la rencontre. Il a quand même essayé de trouver ses intérieurs. Il a essayé de trouver des solutions, de contourner le bloc, la défense. Mais il a raté malheureusement tous les tirs qu'il a tentés, et ça c'est ce qu'on retient à la fin de cette rencontre. Lui malheureusement symbolise les difficultés offensives de cette Roca Team. On écoute le coach Spanoulis qui s'exprimait à la fin de la rencontre au micro de l'Euroleague. Il était plutôt lucide après cette finale perdue. Yeah, this is basketball. This is life, you know. We fight. I think we have the same stats, same offensive rebounds, same percentages everywhere. We have more turnovers, and they had more free throws. And it was a tough game. Congratulations to Fener. And I think we make an amazing season. We deserve, both teams will deserve to win, but only one in the end win. Johan, une réaction ? J'ai envie de demander à Ben ce que tu penses de cette réaction-là. Est-ce que tu le trouves lucide, toi, le coach Spanoulis ? Quand il dit, si on regarde les stats, on n'a pas grand-chose à envier au Fener. Après, il sort d'un match, il a la tête sûrement comme ça, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. C'est compliqué d'interpréter ce qu'il dit. Donc non, c'est très difficile d'être lucide. Après, je trouve pas qu'il dise n'importe quoi non plus, mais à ce moment-là, pour un coach, c'est quand même un moment particulier. Il faut dire quelque chose. T'as raison, on te tend un micro, il faut se dire des choses. Il a dû regarder la feuille de stats rapidement, on a dû lui donner des infos. Il les ressort. Je suis sûr que si jamais on l'interviewe maintenant, il dirait probablement pas la même chose, mais non, c'est difficile d'être lucide forcément à ce moment-là. Peut-être un petit mot d'ailleurs sur le coaching de Spanoulis sur cette rencontre. On en attendait peut-être un petit peu plus aussi quand on voit que c'était verrouillé. On a l'impression qu'il a pas vraiment tenté quelque chose, qu'il a interverti les mêmes joueurs, qu'il a eu l'habitude de le faire sur ce match contre l'Olympiakos, et qu'il a pas il a espéré que ça bascule naturellement à un moment, Ben. Oui, il s'est appuyé sur ses 8 joueurs. Il a fait la même chose qu'en demi-finale en espérant que ça marche.
Et oui, on aurait aimé voir autre chose. Voilà, on aurait aimé voir autre chose. Papagiannis qui a été si bon sur ce match 5, comment peut-il Papagiannis, disparaître du Final un peu Four? plus qu'à la tête, on parle pas de Tarpé, pourquoi pas Tarpé, on sait pas. Voilà, il y a des joueurs qui sont passés un peu à travers. On a pointé Eli Okobo, mais on aurait pu dire la même chose sur Jordan Lloyd, et lui, ça aurait été même sur le Final Four, voire depuis les playoffs. Exactement. Et attention, loin de moi de pointer du doigt ou de dire du mal, mais c'est des constats et c'est difficile, il n'y a pas de souci. Mais oui, on aurait aimé, mais c'est lui qui est aux commandes. Je pense qu'il a fait au mieux. Il pense avoir fait au mieux. Ouais, Yoann, c'est vrai que toute la rencontre, on se disait. Pourquoi il tente pas quelque chose? C'est ça. Nous, quand on en parle à la mi-temps et qu'on voit quelque part le Fener commencer à trouver des solutions, on se dit peut-être que le coach Spanoulis serait inspiré de s'appuyer sur son roster au complet, d'aller chercher un Terry Tarpé, d'aller chercher un Yorgos Papagiannis. Pourquoi se priver de tout ton effectif quand tu vois qu'un Daniel Theis, des joueurs comme ça sont un peu en difficulté? Et à contrario, on a vu un Jasikevičius, lui, utiliser quasiment tout son roster. Le seul qu'il n'a pas utilisé, c'est le petit Bongo qui est peut-être un peu tendre, un peu jeune pour ce genre de match-là. Mais oui, c'est vrai que je vous rejoins totalement. On se pose la question, pourquoi Vasilis Spanoulis n'a-t-il pas essayé d'ouvrir son banc, de trouver des solutions? C'est dommage. Et malheureusement pour Mike James, ce sera une tentative manquée pour lui d'inscrire son nom un peu plus dans la légende du basket européen. Magic Mike, qui est le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague et dans le top 5 des meilleurs passeurs, qui a 3 participations au Final Four, une finale disputée. Donc hier c'était sa première, mais en 11 saisons, toujours pas de titre pour lui, qui en mériterait quand même un avant de finir sa carrière, messieurs. On parlait de son héritage. On avait reçu Mam JIT et on lui avait posé la question la semaine dernière, qui effectivement disait la seule chose qui manque à Mike James, c'est un titre pour vraiment sublimer sa carrière en Euroleague, et puis pour son héritage, voilà, il faudra encore retenter l'année prochaine pour Mike James. Peut-être un petit mot sur le Fener. Maintenant, on s'est quand même pas mal attardé sur Monaco, mais voilà, on voulait féliciter le Fener. On l'a dit, ils ont fait un match remarquable, notamment défensivement. Il y a aussi à l'adresse, où ça a complètement basculé entre la première et la deuxième mi-temps. C'est vrai qu'ils ont eu des pourcentages très compliqués au début, et ça a réussi à se débloquer. Moi, j'ai senti qu'ils ont pris le pas sur ce match. Ils ont mis la main sur le match et ils l'ont plus lâché. Voilà, des gros tirs. Une académie, du sérieux. Quand il a fallu jouer rapide et mettre des paniers en première intention, ils l'ont fait. Quand ils ont voulu faire travailler cette défense de Monaco, ils l'ont fait. Et puis défensivement, voilà, le mur. 71 points, Monaco. Donc ils ont été très sérieux. Et puis là, c'est venu de partout. Ouais. Voilà. Et il y a eu 2-3 joueurs qui ont été en feu en plus. Ouais. On a vu Ace Davis, on a vu Guduric, on en a vu beaucoup. C'est venu de partout. Non, ils ont été très très sérieux. Mais à l'image de ce qu'ils ont fait cette saison. Et puis ils ont su aussi régler la mire, trouver un petit peu plus d'adresse. Ça a été un petit peu plus délicat dans les premières minutes, mais comme une grande équipe qui arrive à trouver les réglages en match, qui arrive à s'adapter à son adversaire. Quand on voit la différence entre les pourcentages de première mi-temps et deuxième mi-temps, t'as l'impression que c'est pas tout à fait la même équipe. Alors oui, ils ont remis la main sur le match, donc ils se sont remis en confiance. Forcément, quand t'es devant au score, c'est peut-être un petit peu plus facile, tu joues un petit peu plus relâché. Mais non, faut saluer cette équipe qui aura réalisé une saison extraordinaire, un Final Four extraordinaire. Base, oui. Battre le champion en titre, le Pana, c'était déjà c'était difficile. Sortir d'écart comme ils l'ont fait. La finale, le titre, ils sont allés la chercher. Faut les féliciter malgré tout. Ouais. Ils n'ont pas eu une saison facile parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés, notamment sur les lignes arrière. On sait, dans cette équipe-là, normalement, il y a Will Boykin aussi. D'où l'arrivée de McCollum aussi cet hiver, qui leur a fait énormément de bien. Grande réussite. Énorme réussite. À la base, il y a Will Boykin qui est un top meneur de l'Euroleague. Ils ont eu beaucoup de blessés, d'où à un moment des résultats où, même s'ils ont gagné des matchs, ils ont toujours gagné des matchs. Mais non, tellement solide. Marko Guduric qui a fait énormément de mal à la Roca Team hier soir. Il était interrogé lui aussi à l'issue de la rencontre par l'Euroleague, puisqu'il a terminé meilleur joueur de cette finale contre Monaco. This is the one I've been waiting my whole career, working for. It's hard to really say something right now. Just proud, happy, and that's it. That's all I can say now. I mean, you have to. We just played against great team on the biggest stage, great defensive team as well. I mean, it was about preparation, get to our spots,
and then just try to execute. On va parler un petit peu de lui quand même, Marko Guduric qui a fait un énorme match hier contre Monaco. On parle souvent de clutch player. Ben, il a été complètement clutch hier. Exactement, bah là on le voit depuis tout à l'heure, là, ce tir qui met en tête de raquette 1 mètre 50 derrière la ligne sur la tête de Daniel Theis. Celui-là il a fait très mal, en plus il tombe du plafond. Il est incroyable ce shoot. Il tombe du plafond. Non, il a été très fort offensivement et puis sans forcer en fait. Moi c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est sans forcer, c'est dans le collectif, il joue avec ses coéquipiers, il prend ce qui lui vient et il y a rien de forcé en fait. Et il est capable de faire beaucoup de choses sur le parquet. Moi, j'ai été étonné c'est pas vraiment son volume de jeu, mais la qualité en défense, en attaque, son adresse, son habilité au shoot. D'ailleurs, je trouve qu'il a un beau shoot. Je trouve qu'il est plutôt élégant, mais il est capable de faire vraiment beaucoup de choses et de le voir récompensé déjà par un titre collectif et puis ensuite individuel. Ça va venir sublimer une saison où il aura quand même été l'un des fers de lance de cette équipe aussi. Évidemment, et ce trophée, ils le doivent aussi en grande partie à leur coach, le Fenerbahçe, Šarūnas Jasikevičius, le Lituanien, qui enfin décroche un titre en Euroleague en tant que coach après 6 participations. Il est le 4e à remporter l'Euroleague en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Il rentre définitivement dans l'histoire, cet ancien grand joueur devenu un très grand coach, messieurs, et qui a la main mise sur cette équipe depuis 2 ans. Ils sont allés au Final Four l'année dernière et là, il les a vraiment menés jusqu'à la victoire. Bah, c'est exactement ça, de la main mise. Moi, je trouve qu'en fait, il y a la patte Jasikevičius. Voilà. Moi, je trouve que quand on voit son équipe jouer, on sait que c'est lui le coach. Il est au bord du terrain, il est plein d'expressions. De temps en temps, il est même très dur, très théâtral. Mais j'ai l'impression qu'il y a une énorme adhésion de son collectif pour lui. Ces joueurs l'adorent. On voit à la fin les joueurs qui viennent le voir, le serrer dans les bras. On l'a vu après Paris, ils le prennent, ils le mettent dans le jacuzzi. Tout ça, c'est des choses, voilà, j'ai l'impression que son équipe est derrière lui. Puis voilà, c'est tout ce qu'il a fait en tant que joueur et là maintenant en tant que coach. Il en parlait en conférence de presse, justement, Vasilis Spanoulis, avant le fameux Malaka. Évidemment, il le disait, il arrive à avoir l'adhésion de ses joueurs et il arrive à les convaincre de jouer pour lui, de jouer dans son système, dans son idée de jeu. Parce qu'il a un peu ce côté, un peu figure paternelle, quoi. Tu sens que c'est quand même quelqu'un qui est, pardonnez-moi l'expression, grande gueule. Tu sens que j'aimerais pas toujours être son joueur. Hein. On le voit agité sur le bord du parquet. Il est là avec des grands gestes. Il harangue ses joueurs. Mais je pense qu'il dégage énormément de respect. On avait parlé du coach Spanoulis qui lui aussi aurait pu être de cette classe-là, l'un des premiers à remporter le titre en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Mais voilà, c'est ces entraîneurs-là qu'on le respect des joueurs, ce sont des légendes. Ce sont des légendes. On écoute tout de suite Šarūnas Jasikevičius, lui qui a donc remporté son 5e titre en Euroleague, mais le premier en tant qu'entraîneur. Feels amazing. I've been chasing this trophy for a while now. Had a lot of heartbreaks. Stick with it. These guys got the job done. It was difficult at times. There's no question it was difficult. We found a way. We found a way to stick together. We went through the bad times and survived in some parts of the season. And I believe from January we played very good basketball. Yeah, exactly. I think we said before the Final Four, all of the teams who come here, they can win. Monaco could have won. I mean, they're a great team. Physicality is incredible. Guys leaving their hearts out. Hats off for them. Ouais, tu le disais, de toute façon, Ben, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont produit depuis le début de la saison, le Fener, et puis en plus, ils avaient fait une magnifique demi-finale déjà, donc contre le Panathinaikos, vous le disiez juste avant tous les deux, contre le champion en titre, qui avait récupéré Mathias Le Sort, en plus, qui avait fait l'effort de travailler dur, on l'avait vu, Ben, à l'entraînement pour être là pour ce Final Four et aller chercher le Pana, c'était magnifique, et ils l'ont fait en plus avec la manière sur cette rencontre. Ils n'ont jamais été inquiétés quasiment. Ils ont dominé, voilà, en quart de finale c'était pareil, ils ont dominé. Il l'a dit, Jasikevičius, il a dit depuis janvier on joue un très très bon basket. Donc je pense qu'au début il y a des choses qui se sont mises en place. Ensuite il a eu les blessés. Et puis depuis, ils sont au-dessus de cette compétition, à force de constater, donc on pouvait espérer. Le Pana, on sait jamais, sur un match, un Final Four c'est toujours particulier, comment ça va se passer, on sait pas. Mais au final, moi j'ai envie de dire que le meilleur a gagné en fait. Yo. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'on a vu, en tout cas, moi, c'est l'équipe qui m'a fait le plus sensation sur ce Final Four.
évidemment Monaco, hein, puisqu'après le match face à l'Olympiakos, c'était quand même assez sensationnel. Mais si vraiment je reste objectif, oui, cette équipe-là je vais me répéter, mais éliminer le Pana, champion en titre, qu'on disait un peu tirer la langue. Avec un énorme Devon Hall encore, d'ailleurs. Qui avait été exceptionnel, mais je trouve que cette équipe, elle est sérieuse, appliquée, tu le disais, académique, je pense que c'est le bon mot, mais moi, de les voir ne pas se précipiter, aller toujours au bout des possessions, être calme, avoir la tête froide, c'est une grande équipe, et Monaco a un bel exemple à suivre, je crois. Exactement. C'est vrai. C'est le moins qu'on puisse dire. Si on arrive à être à leur niveau dans quelques années, ce sera pas mal pour Monaco. En effet, il y a un autre joueur dont il faut qu'on parle, mes yeux, un autre joueur de Fenerbahçe, celui qui a reçu le titre de MVP du Final Four, parce qu'il a été régulier lui aussi sur ces deux rencontres, que ce soit contre le Panathinaikos et dans cette finale contre l'AS Monaco. C'est évidemment Nigel Hayes-Davis, l'Américain, qui voilà, on le disait, c'était un joueur très dangereux, capable de tout faire. C'est pas forcément celui qui il peut scorer le plus, il peut mettre 40, 50 points, il l'a déjà fait, mais il peut aussi faire 15 points, mais par contre faire tout ce qu'il y a autour. Ben, c'est un joueur ultra complet. Il est capable de beaucoup de choses. Voilà, il peut faire des isolations comme on le voit là, mais sinon il peut faire du post-up, il peut jouer hors du ballon, il prend des rebonds, il va créer du jeu. Voilà, on le voit là, dos au cercle, il a un plus petit sur lui, ressortir la balle. Non, il est capable de beaucoup de choses. Et puis là, cette année, c'est la consécration pour un joueur comme ça. Bien sûr. On savait pas s'il était capable de tout ça, parce que c'est pas un CV à la Mike James. Il arrive un peu. Sa progression est constante, on va dire, et linéaire. On savait pas. Et là, ça y est, il l'a fait. Et maintenant, c'est un des tout grands. Là, c'est quand même une année 2025 exceptionnelle pour lui, parce qu'au-delà de ce titre, il est quand même aussi nommé dans l'équipe type de l'Euroleague. Donc voilà, ça vient. On le sait, le basket, c'est un sport individuel, mais un sport collectif, pardon, mais les trophées individuels, ça a quand même de l'importance pour certains joueurs. On avait vu notamment Kendrick Nunn et le titre de MVP, ce que ça suscitait comme excitation chez lui. Un Nigel Hayes-Davis, de pouvoir à peu près tout glaner ce qu'il avait cette année, c'est exceptionnel. Et il s'entraînait pour le coup avec Team USA lors des Jeux Olympiques. On parlait de lui, peut-être revenir en NBA, alors avec un rôle secondaire, mais en tout cas on parlait de lui. Et puis finalement il reste en Europe dans un rôle majeur, dans une équipe contender, et il arrive à avoir une belle armoire à trophées maintenant. C'est une sacrée récompense pour un joueur que je trouve quand même un peu. Enfin, je sais pas, c'est pas celui dont on parle le plus. Non, c'est vrai. Mais c'est quand vrai. même, quoi. Cette saison, on a quand même beaucoup parlé de Vezenkov, de Kendrick Nunn, Evan Fournier, il y en a d'autres, ouais. D'un Mirotic, d'un Carson Edwards, d'un TJ Shorts. Mais ce joueur, mais oui. C'est le collectif, voilà. Quand on parle du Fener, on va parler tout de suite de Jasikevičius. Et ensuite, on va parler de ces joueurs, on va dire, un tel, voilà. En demi, en quart, on parlait de Biberovic, c'était Biberovic. Là, on l'a pas vu. Et c'est la force de cette équipe. Et puis c'est pareil, les fautes provoquées. Moi, cette stat-là, il a 14 lancers francs à mettre. Il réussit les 14. Donc déjà, en finale, je trouve chapeau quand même d'être à 100%, 14 sur 14 en finale. C'est dire s'il a la tête froide et s'il maîtrise ses émotions. Donc ça fait pour moi toutes les qualités d'un grand joueur. Je vous propose qu'on l'écoute, ce grand joueur qui a reçu son trophée du MVP hier soir. I worked very hard the last 2 years, 4 years of trying to be present, and I've kind of played this out in my mind for the last month, this past year. So now that I'm here, it kind of feels like I've already done it, and I don't look and feel as excited as I am, but I'm extremely happy, extremely proud. We worked very hard all year, a lot of ups and downs like every season, but it's tremendous to be champion. Il y avait un autre match hier qui se disputait avant cette grande finale entre Monaco et Fenerbahçe, un match sans enjeu pour cette petite finale, mais sur un duel, une rivalité grecque entre l'Olympiakos et le Panathinaikos, et l'Olympiakos, messieurs, qui s'est vengé de sa demi-finale perdue, et notamment un Sacha Vezenkov qui a décidé que pas deux fois. C'est ça. Une fois, pas deux. Son match contre Monaco, il a dit non, là, par contre le Pana, contre le rival, là je vais pas passer 2 fois à côté de mon match. Ouais. Parce que sans enjeu, oui, mais Pana Olympiakos, il n'y a pas de sans enjeu. Donc, c'est pas sans enjeu. Y compris en tribune, parce que ça a été incroyable d'ambiance sur place là-bas. Donc non, là, je pense que là, les équipes, elles avaient vraiment envie.
prendre cette 3e place ou surtout pas la laisser à l'autre. C'était même plutôt ça, pas laisser la 3e place à l'autre. Clairement, je pense que c'est plus ça, quoi. C'est parce que c'est pas il y a pas de trophée à aller chercher. C'est plus éviter que le rival ne te batte. Ça a donné de l'intérêt du coup à ce match de la 3e place, parce que autant aux Jeux Olympiques il y a une médaille de bronze à aller chercher, là sur une 3e place de Final Four, il y a pas grand chose à part repartir la tête basse. Donc là au moins ce duel grec, tu sauves l'honneur. Cette rivalité, ça permet aussi de créer un vrai truc sur cette rencontre. C'était l'objectif principal de ce match, c'était ce qu'il y avait à voir, voilà. C'était le Pana Olympiakos. Après, bon, ce match, on parle même éventuellement de le supprimer, hein, mais anecdotique. Anecdotique, évidemment, mais pas anecdotique pour l'Olympiakos qui a quand même réalisé une sacrée performance, messieurs, parce qu'il termine cette saison avec un match avec 34 passes décisives, il me semble. C'est un record sur un Final Four. Ouais. 34 passes décisives réalisées par l'Olympiakos sur cette rencontre. C'est très très fort ce qui a été réalisé là. Alors je sais pas si je vais me faire un peu de lecture de cette stat, mais est-ce que on peut en vouloir au Pana? Ou est-ce que on doit, vous voyez ce que je veux dire, ou est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit féliciter l'Olympiakos? Je suis un petit peu mitigé quand même, mais non, ça reste exceptionnel. Réaliser 34 passes décisives, je le disais, les matchs références pour la Roca Team, on est à 27-28 passes, donc 34, vous voyez que c'est quand même nettement au-dessus. C'est énorme. Et le faire contre son plus grand rival, encore une fois, ouais, non, c'est exceptionnel. Pana qu'on a trouvé quand même un peu émoussé hein, sur ce Final Four, que ce soit sur la demi et sur le match pour la 3e place. On a eu la chance d'avoir Mathias Le Sort au micro de Sylvie Ferreira hier en zone mixte, évidemment. Lui, ancien vainqueur de l'Eurocoupe avec Monaco, le Français qui était champion en titre avec le Pana, était évidemment déçu après cette défaite, même dans ce match sans intérêt. Ouais, ça n'est pas passé comme on le souhaitait, mais on a perdu le premier match, donc on s'est mis dans une situation où on doit jouer un match qui ne sert à rien et on peut se plaindre en tant que joueur, mais on s'est mis dans cette situation, donc on doit assumer jusqu'au bout et même si on n'a pas rejoué ce match, on doit le jouer. Voilà. Je me suis senti comme un mec qui retourne de blessure, je ne suis pas encore à 100%, j'ai encore des gènes, des douleurs, mais j'essaie de faire ce que je peux pour essayer d'aider mon équipe et voilà, c'est tout. Messieurs, on va se faire une petite pause avec un top 5. Oui, on va nous aussi récompenser des joueurs avec les meilleures actions de ce Final Four. Il a fait venir quelques joueurs européens intéressants. La Divac, Mike James. Kodun. Wow. Et il est monté plus haut que tout le monde. Voilà. Alpha Diallo. Vous avez vu le style en bas de Daniel Theis? J'espère que vous ne l'avez pas vu, vous. Hein, le petit bloc là qu'il fait pour pouvoir donner la possibilité à son copain de venir driver. Il a bien mis Mousfal dans son dos. Se rapproche, on va aller bien sûr. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Il faut vite se le passer parce que c'est Strazel sur Kelber en dessous. Oh, le step back de Marko Guduric. Ne cherchez pas le MVP. Hein. Marko Guduric qui a fait mal à tout le peuple monégasque, à tous les supporters français. Il était transparent vendredi. Là, on lui a donné confiance sur des petites actions au début du match. Passing from the baseline to Baldwin. He rotates it to Devon Hall. Show and go. Oh, and finishes with a double clutch dunk. Evan Fournier, Milutinov, l'association et Mike James qui a mis la main en opposition. Et pas de faute toujours sur Mathieu Strazel. Elle est bien faite avec Daniel Theis qui est envoyé au ciel par Alpha Diallo. Calmez-vous, Colin. Calmez-vous. Et ça fait un 7-0. Vous êtes vraiment un rookie. 7-0 encore, Laurent. Pas tout, il reste encore 23 minutes. Il y en a beaucoup à donner, ne vous inquiétez pas. Il devrait en rester une derrière pour la Roca Team. Baldwin, regardez Baldwin avec la facilité dans laquelle il rentre dans la raquette d'Evon qui va tout arracher. Et je veux pas être désagréable, mais c'est encore le joueur de Mike James qui vient de battre 1 contre 1. Allez messieurs, on va dégainer les MVP pour la dernière fois de la saison. C'est parti, la Roca Jauge. Pour le MVP du Final Four, je demande à monsieur Ben Monclar.
On parle bien du Final Four du coup. On parle bien du Final Four. Non, moi j'ai choisi Mike James, voilà, moi je l'ai trouvé exceptionnel en demi-finale. Sur la finale hier c'est un peu plus compliqué, notamment sur ses pourcentages. Mais moi je l'ai trouvé vraiment bon, voilà, on voit ses stats, 17 points, 4 passes et demi, 20 d'évaluation. Donc malgré tout, avec des rebonds en plus de ça, moi j'ai trouvé vraiment bon. Et puis surtout ce que j'ai apprécié chez lui, c'est son attitude. Et sur cette finale, au début du match, si Monaco est devant, c'est beaucoup grâce à lui. Donc aussi, on va en reparler ensuite avec Yo et le joueur qu'il a choisi. Et moi, je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il avait fait ce qu'il fallait en fait. Il a été à la hauteur de l'événement, largement, et du coup. Il avait mis les bons ingrédients pour aller au bout, Mike. Dans le basket et dans l'attitude. Voilà, donc bravo à lui. Il a été présent. Il a répondu présent. Donc oui, il y a du déchet en finale, mais c'est aussi à cause du Fener et de la défense du Fener. Le Monaco a pas réussi à trouver les réponses collectives. Mais moi, je l'ai trouvé très bon. Johan, je me tourne vers toi maintenant. Quel est il y aura pas de surprise sur ton MVP parce qu'il a été vraiment époustouflant sur toute la série aussi depuis les playoffs. Ouais, moi j'ai eu envie de récompenser Alpha Diallo, le soldat qui commence à être bien plus qu'un soldat, je trouve, commence à ressembler à un général, Alpha Diallo. Moi je vais m'intéresser pour le coup à la finale. C'est quand même le joueur le plus faible d'une soirée. Bon, malheureusement qui s'est mal terminé, mais ça a été vraiment le joueur de cette Roca Team. Voilà, match abouti, match plein, 19 points, 8 sur 13 au tir, dont un joli 3 sur 4 à 3 points, 3 rebonds, 2 passes. Il termine avec la meilleure éval de son équipe. Ça, c'est pour le côté stats. Et puis, sans parler des chiffres, voilà, il a encore une fois donné le ton dans les premières minutes. C'est lui qui inscrit le premier panier de son équipe. Il cumule 12 points à la mi-temps, 19 au total, je le disais. Voilà, je trouve qu'il a évolué à son niveau. Il n'a pas déçu, contrairement à d'autres. Son club l'a prolongé pendant 3 ans et honnêtement, on comprend pourquoi. Voilà, il joue juste, il défend comme un roc, il marque des points, il sait faire énormément de choses et je trouve qu'il est bien plus qu'un faire-valoir, bien plus qu'un soldat. On l'a souvent présenté comme tel. Nous aussi, dans Rocasphère, c'est bien plus que ça, Alpha Diallo, je trouve. Allez, Mike James contre Alpha Diallo. Il est le temps de départager les deux messieurs avec un petit quiz sur Sarunas Jassikevicius. Il me semble que Ben a bien révisé son sujet. Non. Attention, c'est un quiz de rapidité entre vous deux. Messieurs, ça part dans 3, 2, 1. C'est parti. Dans quelle ville est-il né? Kaunas. Kaunas. Quel était son poste? Meneur de jeu. Meneur de jeu. Avec quel club a-t-il été champion d'Europe? Le Barça. Maccabi. Le Barça. Le Maccabi. Le Pana. Et le Pana. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Il a eu 4 fois le meilleur pourcentage de l'Euroleague dans un domaine. 3 points. Lancer franc. 2 points. Lancer franc. Magnifique. Dans quel club de NBA a-t-il joué? Oula. Je l'ai pas. Il y en a 2. Les Grizzlies? Non. Utah? Non. Il y en a un qui est encore en course au titre. Ah, les Pacers. Les Pacers. Je l'ai pas. Il y en a un deuxième. Côte Est ou côte Ouest? Messieurs, allez-y, tentez. Je sais pas, les Bulls? Non. Non, mais je l'ai pas. Detroit. C'était les Warriors. Médaillé de bronze au JO. Lesquels? En 2000. 2000, Sydney. Tout à fait. 3. Les champions d'Europe 2003 avec la Lituanie. Dans quel pays? C'était où les championnats d'Europe en 2003? En France? Non, c'était pas en France, c'était en Suède. Il a joué avec Spanoulis, où ça? Au Pana. Au Pana. Et drafté en quelle position? Ça aurait été la dernière question. 25. Non, il n'a pas été drafté. C'était la petite piège pour la fin. Victoire donc de Ben Monclar, et c'est donc Mike James qui finira le dernier MVP de Rocasphère. Messieurs, il est temps, ça y est, de se dire au revoir. C'était la dernière en votre compagnie. C'était un vrai plaisir de partager cette saison avec vous. Merci à vous. Moi, je me suis régalé à faire cette émission avec vous. C'était génial, les équipes, tout. Donc voilà, un grand merci. Et puis voir de la télé, voir du basket à la télé gratuitement. Merci à la chaîne. Yo. C'est un plaisir de pouvoir analyser ces matchs. Je pense qu'on est des privilégiés tous les trois. Aussi, une pensée évidemment pour Sylvie Ferreira, pour Anthony Casal, pour Nicolas Ebersviller, Quentin Rodas, Pierre Classen. Je ne vais pas tous les citer, mais tous ceux qui œuvrent pour cette émission, qui œuvrent pour que le basket soit disponible sur TV Monaco. Et voilà, on a hâte de pouvoir revenir parce qu'on s'est éclaté. En tout cas, moi, je me suis éclaté cette saison. Et Laurent et Colin. De beaux matchs.
De beaux matchs, de grands matchs. C'est magnifique. Merci messieurs, j'allais faire des remerciements. Tu m'as bien coupé l'herbe sous le pied, Johan. Non, évidemment, Rocasfer ne vous quitte pas complètement. On vous prépare un petit hors-série à la fin de la saison du championnat de France pour faire un bilan complet de cette saison. On vous le rappelle également, Rocasfer et l'Euroleague reviennent dès la rentrée sur TV Monaco. Rocasfer toutes les semaines, ce sera prévu. Évidemment aussi, tous les matchs d'Euroleague de la Roca Team seront à suivre en direct sur TV Monaco, comme ça a été le cas cette saison. Merci, et donc évidemment à toutes les équipes, à tous ceux qui ont œuvré au montage aussi, on peut le rappeler, au graphe, à tout le monde en régie, à la réalisation, aux caméras, au son. Merci à Nathalie et à Pierre évidemment, sans qui tout ça ne serait pas possible. Merci à tout le monde, et puis merci à vous qui nous suivez toutes les semaines sur ce magnifique programme, et on a hâte de vous retrouver dès la saison prochaine. On vous souhaite un très bon été sur TV Monaco. Le basket revient très vite, promis. Vezenkov ne s'est pas replié, il revient. Jaron Blossom Game a l'air de tirer la langue un petit peu. Et plus 12, Mamjeité, le Factor X. Vous en avez quelques-uns de Factor X là. Regardez cette passe. Pas entre les jambes, juste à côté. Il l'a fait dosser. 7e passe décisive pour Mike James qui se rapproche des 30 d'évaluation.